Nous, admirateurs de Formule 1, sommes à chaque mois de mars des mathématiciens. Nous nous prêtons tous les ans au jeu de l'hypothèse, des supputations, des prédictions. Nous nous obsédons sur la nouvelle équation qui nous occupera pour les mois à venir et tentons d'en dégager des constantes, de spéculer sur les variables, d'en identifier les inconnus. Puis nous attendons impatiemment la première expérience qui, une fois accomplie, confirme ou infirme nos théories. Parfois, et contre toute attente, la réalité dans son dédain nous laisse avec davantage de questions que de réponses. Mais qu'importe, car c'est précisément là que se trouve l'intérêt des mathématiques. Le physicien britannique Paul Dirac dirait même qu'il est plus important d'avoir de la beauté dans ces équations que de les faire correspondre à l'expérience. La beauté d'une équation. Voilà ce qui symbolise cette nouvelle rentrée des classes à Bahreïn en Formule 1. Et cette année, la beauté algébrique semble être verte, britannique et espagnole. Oui, chaque équation comporte son lot de constantes, de variables et d'inconnues, et le Grand Prix de Bahreïn 2023 n'a pas manqué de nous en livrer. La constante de Red Bull, c'est la maîtrise, une maîtrise telle qu'il est difficile d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'on a déjà vu en piste samedi et dimanche. Max Verstappen et même Sergio Pérez n'ont à aucun moment été inquiétés en vue du doublé, en dépit d'un vendredi irrégulier, d'un départ manqué pour Checo et d'un léger doute sur les freins arrière du champion du monde en titre. La constante de Ferrari, en revanche, c'est la fragilité que 2022 semble avoir transmis à 2023. Une fragilité d'abord sur la fiabilité, après la casse moteur cruelle de Charles Leclerc, qui en rappelle ou en appelle d'autres. Une fragilité sur la bonne sauvegarde des pneumatiques arrière de la SF23 en long relais. Et une fragilité émanant de Carlos Sainz, qui en dépit d'une fin de saison 2022 plus prometteuse, semble toujours 3 crans en dessous de son voisin de garage en conditions de course. Alors vous le voyez, les constantes ne surprennent pas tellement, si bien que pour que notre équation soit à la hauteur des attentes de Paul Dirac, il faut invoquer sa variable, son élément perturbateur, son trouble-fête. J'ai nommé Fernando Alonso et Aston Martin. Alors pour les fans de Formule 1 les plus jeunes ou les plus récents, sachez que de pouvoir observer Fernando Alonso à ce niveau de compétition et dans le creux d'une monoplace aussi véloce est un privilège. Et il n'y a qu'à passer en revue son week-end bahreïni en tant que pilote pour s'en rendre compte. Flamboyant lors des essais libres, solide en qualification où il prend la P5 et redescendu P7 après un départ compliqué, le fameux taureau des Asturies a fini par dynamiter le haut du peloton. Comment ? Eh bien en réalisant avec brio ce qui a toujours fait le sel de ce pilote en combat rapproché. Alors ne vous attendez pas à ce qu'il mise tout sur le DRS, sur une erreur de pilotage ou sur un freinage en kamikaze, non. Fernando est au contraire ce pilote qui très intelligemment va forcer son adversaire à emprunter une trajectoire de plus en plus défensive par un mouvement de balai magnifique, de croiser, décroiser, recroiser, jusqu'à ce que l'adversaire craque. On l'a vu avec George Russell entre le virage 1 et le virage 4. On l'a vu face au grand Lewis Hamilton au tour 38 à partir du virage 8 jusqu'à un dépassement à la fois sublime et humiliant à l'épingle du virage 10. Et on l'a vu face à Carlos Sainz entre le virage 4 et le virage 11 du 45e tour, comme pour rappeler que le futur de l'Espagne en Formule 1, c'était encore et toujours le bon vieux Fernando. Véritable animateur d'une course qui en avait bien besoin, Alonso était donc la première variable de notre équation. Et autant dire que son 99e podium en appelle d'autres. Car la MR23, signée par l'ancien bras droit d'Adrian Newey chez Red Bull, Dan Fallows, est effectivement une petite merveille lorsqu'on la compare à sa devancière, mais surtout lorsqu'on jette un œil à ses adversaires les plus directs, à savoir la Ferrari SF23 de Leclerc et de Sainz, et la Mercedes W14 d'Hamilton et de Russell. Un foudre de guerre qui, en l'espace d'un premier week-end, pourrait rappeler les qualités mémorables de la Lotus de Kimi Raikkonen et de Romain Grosjean en 2012 et en 2013, à savoir une monoplace peut-être discrète sur un tour le samedi, mais redoutable sur l'exercice des longs relais et la préservation des gommes le dimanche. Sauf qu'il me semble que la MR23 vaut encore mieux que cela, si on prend en compte les 3 facteurs suivants. D'une, Alonso n'a réalisé qu'une seule tentative en Q3 et de surcroît imparfaite. De 2, il a connu un départ difficile, le reléguant derrière les Mercedes et le forçant à remonter malgré l'air sale laissé par ses adversaires. Et de 3, il a dû chausser 2 trains de pneus durs durant la course, sans doute pour assurer le coup, alors qu'au vu de la faible dégradation observée sur les 2 monoplaces vertes quel que soit le composé, on peut légitimement penser qu'Aston aurait très bien pu tenter de calquer sa stratégie sur celle de Red Bull, c'est-à-dire avec 2 trains de tendre et un train de dur. Une stratégie qui d'ailleurs explique en partie l'avance monstrueuse construite par Verstappen et Pérez à l'arrivée. Autrement dit, si l'on change quelques données de l'équation jusqu'à l'Uchronie, si Alonso s'était qualifié P3 et non P5,
2025, s'il n'avait pas eu à se débattre avec Mercedes et Ferrari jusqu'au 45e tour, et si le muret d'Aston avait concocté une stratégie pneumatique plus agressive à l'instar des Red Bull, aurait-il seulement fini à 28 secondes de Sergio Pérez? Lorsqu'on regarde les chronos de simulation en long relais durant les essais libres numéro 2, la réponse est sans doute négative. Et chez Red Bull, si l'on en croit Helmut Marko, on en a pleinement conscience. Mais si l'écurie Aston Martin semble être l'une des variables de l'équation 2023, elle cache comme une mise en abîme d'autres variables en son sein. C'est pourquoi plusieurs éléments susceptibles de modifier la dynamique 007 cette année seront à surveiller au cours des prochaines semaines si l'on veut comprendre cet éventuel bouleversement de hiérarchie. D'abord, le facteur dégradation. On sait que l'ascendant d'Aston en course, notamment par rapport à Ferrari et Mercedes, a été grandement facilité par l'abrasivité excessive de la piste de Sakhir, une caractéristique qui a priori sera beaucoup moins présente pour les prochains Grands Prix. Il sera donc intéressant de voir si Alonso et Aston pourront émerger comme étant la deuxième force du plateau à Jeddah ou à Melbourne, là où Ferrari et Mercedes risquent, je dis bien risquent, de moins souffrir de la surchauffe de leurs gommes arrière. Ensuite, le facteur développement. L'écurie britannique ne dispose certes pas encore des infrastructures et des outils des écuries de pointe dans l'attente de sa nouvelle usine, mais en contrepartie, elle disposera de bien plus de temps de développement en soufflerie et en simulation par ordinateur cette année que leurs trois rivaux supposés, du fait de leur 7e place au championnat constructeur l'an passé. Enfin, la dynamique en interne. L'incapacité historique de Fernando Alonso à fédérer ses équipes autour de lui, le bras de fer potentiel entre un pilote de pointe tel que l'Espagnol et une équipe détenu par la famille de son coéquipier, et le niveau discutable de Lance Stroll en dépit d'un Grand Prix à Bahreïn fantastique compte tenu des circonstances. Voilà 3 autres théorèmes essentiels qui influenceront l'évolution d'Aston cette année et les suivantes. Mais après les constantes et les variables, que serait une équation sans ces inconnus? L'inconnu Mercedes d'abord, qui résulte d'une difficulté inédite à lire un week-end en dents de scie pour les flèches d'argent. Décevant le vendredi, bien plus en verve le samedi et en grande difficulté le dimanche en long relais, la marque à l'étoile a affiché plusieurs visages en seulement 3 jours. Des montagnes russes émotionnelles parfaitement retranscrites par le langage corporel révélateur de Lewis Hamilton, de George Russell et de Toto Wolff, qui, très cartésien, estime d'ores et déjà le concept zéro ponton de Mercedes mort et la saison pliée en faveur de Red Bull. Mais qu'en sera-t-il sur d'autres pistes où la dégradation sera moins importante? Et quid d'un changement probable dans la philosophie de la W14? Est-il seulement réalisable à court terme et avec le plafond budgétaire? Nous n'en avons pas la réponse, mais Mercedes nous donne déjà rendez-vous à Imola pour y voir plus clair. D'ici là, difficile de dégager une vraie tendance, même si les premiers signes ne sont pas rassurants. Autre inconnu, Alpine. Le week-end désastreux de l'écurie française d'un point de vue opérationnel à Bahreïn a contrasté avec la sérénité qui se dégageait en interne lors de la présentation de l'A523. Et ce n'est pas la course chaotique et ponctuée de pénalités d'Esteban Ocon ou la remontée fantastique de Pierre Gasly de la P20 à la P9 qui nous aidera à trouver la valeur de X. Car un coup, Pierre Gasly ne passe pas la Q1 à la régulière après avoir pris la tangente à chaque sortie de virage, et un coup, le Français voit son rythme de course égaler celui de Carlos Sainz. De ce point de vue-là, on ne peut pas franchement dire que notre compréhension de la hiérarchie ait progressé depuis les essais hivernaux. Oui, nous fans de Formule 1 sommes à chaque mois de mars des mathématiciens. Nous nous prêtons chaque année au jeu de l'hypothèse, des supputations, des prédictions. Nous nous obsédons sur l'équation qui nous occupera pour les mois à venir et tentons d'en dégager les constantes, de spéculer sur les variables, d'en identifier les inconnus. Le Grand Prix de Bahreïn 2023 a levé le voile sur cette nouvelle équation. Alors est-elle aussi belle qu'escomptée? Au vu des résultats, des écarts et des tendances, pas vraiment. Mais gardons en tête que Bahreïn n'est qu'un calcul, qu'une méthode, qu'une solution mathématique parmi 23. Alors partant de ce postulat, quel théorème nous proposera Jeddah puis Melbourne? Réponse, dans moins de 2 semaines. Merci d'avoir écouté cette première chronique, alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rentrée des classes et de mes propos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez me soutenir. À bientôt pour de nouvelles aventures, ciao!